Salut, tu m'as reconnu, c'est Fréjus Maïdan. Je te donne toujours des astuces pour réussir dans l'immobilier. Aujourd'hui particulièrement, nous sommes dans les podcasts de Créa Bouaké. Et comme invité, nous avons l'honneur d'accueillir M. Ismaël Koulibaly, PDG des entreprises Ibris Group. Nous, on sait ici que tu as quand même réussi dans l'immobilier et dans plusieurs autres domaines. Mais à toi de nous dire réellement ce que tu fais et comment aussi certains jeunes peuvent te suivre et comprendre un peu ce qu'il y a à faire. Ok. Alors, je suis Ismaël Koulibaly, directeur du groupe Ibris Group Holding. Je suis dans plusieurs secteurs d'activité, à savoir les voyages à l'étranger, j'ai une agence de voyage. Je suis dans l'immobilier, la construction, l'élevage et l'agriculture. Voici les secteurs d'activité dans lesquels mon groupe existe. D'accord. Donc, disons que tu es un modèle, hein, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à s'en sortir. Si toi, tu arrives à aller dans tous ces domaines, c'est que tu es un modèle à suivre. Bon, ça dépend de chacun. D'accord, non, pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont tendance, après l'université, à vouloir forcément s'accrocher à un concours de la fonction publique ou à forcément vouloir être embauché par d'autres personnes. Donc, si on constate quand même que tu es assez jeune et déjà présent dans tous ces domaines, pour moi, c'est une réussite. Donc, pour un jeune qui débute dans l'entrepreneuriat ou qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, quels sont selon toi les conseils à lui donner ou quelles sont les directives à vraiment lui donner pour qu'il puisse se lancer dans le bain? Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même un chemin de vie, hein. Voilà, je disais ce matin à une conférence que j'ai animée avec des étudiants, je disais comme ça que quand on choisit d'être un entrepreneur, il faut pouvoir savoir que c'est un chemin de vie. Et qui dit chemin de vie dit euh, qu'il y aura forcément des difficultés. Voilà, il y aura des difficultés, il y aura des choses qui vont vous arriver, que vous allez des fois pouvoir contrôler. Certaines choses vont vous arriver que vous n'allez pas contrôler. Donc, déjà, pour commencer, il faudrait que les jeunes comprennent que l'entrepreneur, ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui arrive à transformer une idée qu'il a dans son esprit en opportunité. Voilà, c'est simplement ça. Quelqu'un qui arrive à transformer une idée qu'il a dans son esprit en opportunité. Et donc, une fois que cette opportunité-là, vous commencez à la mettre en place, c'est-à-dire que vous avez excellé l'idée, le problème que peut-être une population rencontre et que vous décidez de mettre une opportunité ou bien un projet en place pour pouvoir aider cette population et par derrière avoir de l'argent, vous devez vous attendre à plusieurs difficultés, à savoir peut-être le manque d'argent. Moi, quasiment, j'ai commencé avec peu, peu de moyens pour une agence de voyage. Donc, je sais de quoi je parle. Quand je parle de manque d'argent, euh, vous allez être confronté au fait de perdre des amis. Peut-être qu'ils ne vont pas vous comprendre sur le champ. Ils ne vont pas comprendre votre logique. Et même la famille aussi, des fois, qui ne comprend pas des fois l'itinéraire que vous avez choisi. Parce qu'on connaît nos parents et on sait que généralement, eux, leur esprit, c'est diplôme, concours. Voilà. Donc, quand on voit l'enfant prendre un chemin qui est quand même assez différent, on se pose des questions. C'est pas mauvais en soi, parce que le parent, il a toujours le souci de la réussite de son enfant. Mais voilà, il faut s'attendre à avoir ce genre de critiques-là venant de la famille. Après, le conseil que je peux donner, c'est que les jeunes doivent apprendre à être disciplinés. Parce que quand vous allez commencer à entreprendre et que vous allez commencer à avoir vos premiers clients, c'est la discipline qui va faire la différence avec les autres entrepreneurs. Voilà. Vous prenez votre argent. Si vous avez des entrées que vous gaspillez cet argent-là, vous n'êtes pas discipliné dans la gestion économique et financière de cet argent, c'est sûr que vous n'allez pas faire long feu. Parce que, comme j'ai dit, il y a des hauts et puis il y a des bas. Donc, il faut préparer les bas. Et ça va arriver forcément. Donc, en quelque sorte, voici quelques... Et puis, à la foi aussi. Voilà. La foi, c'est quelque chose de très important parce que c'est ce qui te permet de surmonter même quand tout va mal. Tu te dis que rien n'arrive au hasard. Et j'ai fait un post, je crois, avant-hier sur Facebook où je disais comme ça que je suis spectateur et en même temps acteur de ma vie. Et dans ce post-là, je disais comme ça aux gens que il y a des événements qui peuvent m'arriver que je ne contrôle pas. Comme par exemple le fait que je me suis fait cambrioler plusieurs fois quand j'avais créé mon entreprise ici à Boaké.
Je me suis fait cambrioler plusieurs fois. Donc, ça, ce sont des choses que je ne contrôle pas. Ça vient et je prends. Mais dès le lendemain que je me suis fait cambrioler, je suis acteur de ma vie. Je ne laisse pas ce genre de situation me casser le moral, m'enterrer complètement. Donc, voici les conseils que je peux donner. D'accord. Moi, j'ai parfaitement compris. Oui. Mais pour le jeune qui part de zéro, qui n'a que son smartphone en main, qui sait qu'il n'a pas peut-être un parent pour le suivre, il n'a personne d'autre pour l'accompagner, mais qui est passionné peut-être par le fait de vouloir réussir dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ce qu'on a dit, il ne va pas peut-être voir ça en tellement difficile? Est-ce qu'il y a des exemples concrets qu'il peut avoir? Et puis, il va se dire, bon, OK, peut-être à partir de ça, je peux essayer de commencer une idée ou un nouveau projet. Je prends l'exemple, par exemple, pour quelqu'un peut-être qui veut se lancer dans l'agriculture et peut-être il n'a aucune daba, il n'a aucune machette. Voilà, c'est pour donner un exemple. Est-ce qu'il y a un conseil particulier ou une phrase particulière que tu peux leur donner pour qu'ils sachent qu'ils sont dans la réalité, en fait? J'ai pour habitude de prendre l'exemple sur ma propre personne pour, pour expliquer aux jeunes ce que c'est que l'entrepreneuriat réellement. Moi, j'ai créé une agence de voyage. Généralement, les agences de voyage, c'est avec des millions qu'on commence. C'est ça. J'ai débuté mon agence de voyage avec 125 000. Avec 125 000. Imaginez que je devais attendre, par exemple, que j'ai au moins 30 millions ou 20 millions, avoir un bon local, plus des climatisations partout, comme ça se fait à Abidjan dans les différentes agences de voyage. Je n'allais jamais commencer. Donc, déjà, ça, c'est un exemple palpable pour dire que on peut commencer avec le peu qu'on a. Si vous êtes dans un domaine particulier, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des téléphones, on a Internet, tout et tout. Personne ne peut dire qu'il ne peut pas commencer quelque chose à partir de là. Personne. Même, j'ai donné encore un exemple la fois dernière où je disais que même si tu n'as pas la marchandise, il y a quelqu'un forcément qui a la marchandise. Et à travers ça, tu peux quand même avoir des clients et ajouter ta ristourne dessus et t'en sortir. Déjà, ça commence par ça. Commencer avec le peu qu'on a, connaître les réalités déjà qui s'offrent à nous quand on commence. Et puis, au fur et à mesure, on développe. C'est comme ça que ça commence. Mais tu ne pas t'asseoir là et puis dire que, bon, comme je vais faire une agence de voyage, par exemple, tant que je n'ai pas les 20 millions, les 30 millions, je ne me lance pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas bon. J'avais un oncle qui était, à l'époque, quand je débutais en 2017, qui était le directeur général de l'antenne COPEC de Boaké. Je suis allé le voir parce qu'on nous a tous enseigné que pour entreprendre, il faut avoir de l'argent. Donc, je suis allé le voir. Je suis allé le voir et je lui ai dit, voilà ce que je veux faire. Je veux entreprendre et j'ai besoin d'argent. Je crois qu'on a discuté à l'époque, je lui avais dit que j'avais besoin de 5 millions, si je ne me trompe pas. L'oncle ne m'a pas découragé. Il m'a dit, mon petit, viens ouvrir ton compte. Il y a un compte, j'ai dit non. Il dit, viens faire ouverture de ton compte Copec. On va voir comment on va régler ça. Je suis allé, j'ai fait ouverture de mon compte Copec. Après, il me dit, commence à mettre de l'argent sur ton compte, tu vois. Les AGO, chaque fois, on me coupe 2 000, 3 000. Mon argent n'est pas beaucoup. En plus de ça, l'oncle encore, il me met dans une situation où chaque fois, il diminue dans mon argent. Et le crédit ne vient pas. Il ne m'a pas donné le crédit. Je n'étais pas solvable. Il a raison. Toutes les banques qui financent, on doit regarder la solvabilité. Je n'ai aucune expérience par rapport à ce que je suis en train de dire. C'est vrai, j'ai une idée qui est intéressante, mais aucune expérience. Il n'y a aucune preuve palpable sur laquelle on peut s'appuyer pour me donner un crédit. Je n'ai pas eu de crédit. J'ai fait avec ce que j'avais, les moyens de bord. C'est ce que les jeunes doivent retenir. Ils doivent comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliards pour pouvoir débuter dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que l'entrepreneuriat, c'est constitué de 2 mots, entrer et prendre. Il faut être un peu audacieux pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Tu rentres dans un endroit et tu prends ce que tu as à apprendre. Et aussi, il faudrait souligner aussi que les jeunes, ils ont tendance à penser que l'entrepreneuriat, c'est trop être son patron. Je veux être mon propre patron. Donc, c'est ce qu'ils ont en tête en parlant d'entrepreneuriat. Alors que régulièrement, l'entrepreneuriat, c'est des trucs aussi qui se font en groupe. Donc, c'est un peu cette façon de voir que peut-être pour moi, ils doivent essayer de corriger pour pouvoir, si en se mettant en groupe, si tu as une idée et que tu sais que toi seul, tu ne peux pas matérialiser cette idée, tu peux prendre d'autres personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux sous-traiter pour quelqu'un à la marchandise et peut-être tu peux mettre quelque chose dessus pour pouvoir
avoir ton pain. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu ces conseils-là. Et tout à l'heure, tu as parlé de foi. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, attiré parce que je sais que tu es un peu pointueux sur ce sujet-là à la fois. C'est la foi. Et bon, les jeunes entrepreneurs, ils se disent, peut-être j'ai lu un livre ou deux livres, donc ça me permet de dire que je suis prêt à entreprendre. Pourtant, il y a le volet spirituel qu'il faut vraiment comprendre en rentrant dans l'entrepreneuriat. Donc, tu peux nous expliquer un peu quelque chose pour donner des conseils aux jeunes? Bien sûr, bien sûr. D'abord, en 2016, en 2016, je venais de finir mon master 1, si je ne me trompe pas. 2016, 2000, ouais, je crois. Mon master. Et donc, moi, j'ai vécu une vie quand même assez compliquée à Boaké. Je dois tout à Boaké, mais en même temps, j'ai vécu une vie compliquée à Boaké. Alors, quand je suis arrivé, après le bac, je suis arrivé dans une ville quasiment où je ne connaissais personne. Je n'avais pas de famille ici. J'avais seulement un tuteur. Et ce tuteur-là, vraiment, j'ai vécu une période difficile avec lui. Après, je suis allé chez des filles qui m'ont hébergé chez elles. Il y a Kadi et puis Sandrine, si je me rappelle bien du nom. Ouais, c'est Sandrine, je crois. Elles m'ont hébergé pendant 2 ans, où j'ai fait aussi la licence 2 et la licence 3 avec elles. C'était dur, c'était compliqué. Et puis, il arrive l'époque où elles arrêtent les études. Et je me retrouve encore chez une autre personne encore. Et après, je me retrouve dehors, sans maison, ni rien. Là, c'est Dieu, mon frère. Il n'y a pas autre chose. C'est Dieu. Donc, je prie la nuit. Je me lève la nuit. Je dis, moi, je suis fatigué. Vraiment, toi, tu m'envoies ici. Tu sais pourquoi tu m'envoies ici? Moi, il y a mes parents à Bangourou. Quand même, tiens, si ça ne va pas, il faut moi, me permettre de retourner tout et tout. Et je sens en moi je sens en moi qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté, en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est carrément vraiment spirituel. Je sens en moi que ce jour-là, quand je priais, il y a quelqu'un qui m'a écouté. Le lendemain, quand je me suis réveillé, je me suis senti apaisé et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, il fallait maintenant trouver l'idée. Qu'est-ce que je peux faire? Cabine? Non. Cabine, c'est trop bizarre. Il y a quel argent là-bas? C'est bizarre. Donc, je commence à réfléchir, je réfléchis. Et je me rappelle qu'il y avait un frère à moi qui était beaucoup à l'étranger. Il s'appelle Sangaré. Je me rappelle de Sangaré, je dis, mais Sangaré, il est à l'étranger, il a les opportunités de trucs, puisque toujours il est là-bas. Pourquoi ne pas collaborer avec lui et puis permettre aux étudiants qui sont mes condisciples ici d'aller à l'étranger pour continuer les études. Donc, je rentre en contact avec lui, on s'assoit, on discute. Quand il revient de son voyage à l'étranger, il vient jusqu'à Boaké, on se rencontre un soir, vers minuit, on en parle. Et puis, on cale les choses. Et puis, bon, à partir de là, je commence maintenant à parler de ce que je peux apporter à mes condisciples, aux frères que j'ai ici en tant qu'étudiant. Et ça, tout ça, c'est la foi. Et puis, il arrive le moment où je dois prendre un local, parce que j'avais commencé avec 125 000, j'ai pris un local, un petit local que je payais 25 000 par mois. La caution était 100 000. J'ai payé la caution. Et puis, quand les choses ont commencé à aller, que j'ai commencé à avoir mes premiers clients, je me suis dit, bon, là, il faudrait que je prenne quelque chose qui est un peu plus grand. Parce que là où j'étais, c'était carrément caché. Donc, on ne pouvait pas me voir. Donc, j'ai trouvé un endroit qui était au feu du stade là. Et je suis allé m'installer là-bas. Pour m'installer là-bas, le propriétaire du bâtiment en question ne voulait pas me donner son local parce que j'étais étudiant. Et ceux qui étaient là-bas, généralement, c'était des entrepreneurs aguerris, certains des fonctionnaires, mais ils n'arrivaient pas des fois à payer le loyer. Donc, quel risque il va prendre en donnant son loyer ou bien son magasin à un étudiant? C'est risqué quand même. Donc, le monsieur, il m'a encore posé des questions là-bas. Est-ce que tu peux? J'ai dit, je peux. Est-ce que tu peux? Il a dit, je peux. Tu es sûr? Il a dit, je peux. Ça encore, c'est la foi. Et il m'a donné. Et j'ai commencé à travailler là-bas. Après, je me suis fait cambrioler. J'ai remonté la pente. Après encore, je me suis fait cambrioler. J'ai remonté la pente. Après, je me suis fait arnaquer. J'ai remonté la pente. Toutes ces étapes-là, c'est la foi.
La foi, c'est quelque chose de très important dans l'entrepreneuriat. La spiritualité surtout. Il faut être fort spirituellement. Et il faut pouvoir s'appuyer sur quelque chose de plus grand que soi. Et quand tu as confiance en cette chose-là, ou bien en cette tête-là, tu es sûr que ton chemin n'est pas simple. Tu peux t'appuyer sur quelqu'un pour marcher. Tu te dis que moi, en tout cas, il y a Dieu avec moi. Tout ce qui m'arrive, en tout cas, c'est Dieu qui a permis, c'est qu'il y a quelque chose que je dois tirer comme leçon. Et ça a été ça, ma philosophie. Ça a été ça, ma philosophie jusqu'à maintenant. Il y a eu des moments où les gens sont allés chier, hein, faire propos devant mon magasin. Tout ça, moi, j'ai vécu tout ça. Mais ça ne m'ébranle pas. Parce que je sais que je ne marche pas seul. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la foi. On ne peut pas être entrepreneur sans avoir une certaine spiritualité. Maintenant, chacun va choisir où il va partir mettre sa tête. Moi, je suis musulman, donc moi, je choisis Allah. Maintenant, si toi, tu es parti donner ta tête à un féticheur quelque part là-bas, bon, c'est à toi de voir. C'est ça, c'est à ça, Voilà. c'est à ça même que je voulais arriver. Voilà. Moi-même, pour rappel, je sais que étant étudiant, j'ai un ami qui m'a fait faire un tour quand même dans un des locaux, je sais que c'était au stade, pour la green card, un truc de ce genre. Ah, ok, Ouais, oui, on faisait tout ça voilà, donc là-bas. en ce moment, c'est chercher un peu, puis Oui, bon. Donc, c'est une manière de dire qu'il y a longtemps quand même que tu es dans la chose. effectivement. Voilà. Et parlant de spiritualité, parce que là, je suis en train de donner des conseils à une jeunesse. Il y a certains qui ont tendance à penser que spiritualité, c'est forcément religion. Donc, peut-être que toi, la spiritualité que tu connais, comme tu l'as dit tout de suite, c'est la spiritualité islamique. Mais est-ce que d'autres personnes, peut-être d'autres jeunes, peut-être qui ont commencé et qui voient qu'ils ont un peu des difficultés dans l'entrepreneuriat et qui ils n'ont pas vraiment de repères spirituels. Donc, moi, c'est un peu à ces jeunes-là que moi, j'aimerais que tu parles. Que tu leur donnes de vrais conseils concernant la spiritualité. Comment la spiritualité peut les aider à tenir un business. Pas seulement qu'à débuter, mais à tenir ce business sur une longue période. Bon, tu sais, moi, au départ, quand j'étais étudiant, mon papa il me faisait toujours par rapport à la prière. Toujours, je me rappelle. Tu pries pas. Il dit, papa, on ne force pas quelqu'un à prier. Le jour où je vais prier, tu pries pas. On ne force pas. Il dit, c'est comme une symphonie inachevée. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un réussir dans la vie sans prier? Ah. Mais bon, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas assez mûr pour comprendre certaines choses. Et je me dis que les jeunes qui font ça, ce sont des gens qui n'ont pas encore compris que le monde est avant tout spirituel avant d'être matériel. Tout commence dans la spiritualité avant d'être matériel. Moi, peut-être ça a commencé le jour où j'ai prié la nuit et puis j'ai demandé à Dieu tout ce que je voulais. Peut-être que c'est ce jour-là que quelque chose a changé en moi. Donc, spirituellement, il y a quelque chose qui a forcément changé en moi avant que ça commence à se matérialiser. Mais on est dans un monde matériel. Donc, les gens vont s'attarder sur ce qui est matériel. Mais au fond, on ne peut rien faire sans la spiritualité. Que ce soit avec un génie, ou bien un sorcier, ou bien un féticheur, tu dois t'attacher à quelque chose. Mais comme je le disais, chacun après, il sait sur quoi reposent ses pieds. Voilà. Donc, les chrétiens vont choisir leur chemin, les musulmans, ainsi de suite. Mais il faut quand même que tu sois attaché à quelque chose. Et ça n'a rien à voir avec le début des choses. C'est-à-dire, même dans le début, jusqu'à la fin de ta vie, la spiritualité, même en vrai de vrai, même pas dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui doit faire partie de la vie de l'homme. C'est pas, ça n'a rien à voir avec le travail, tout. C'est quelque chose qui doit faire partie de la vie de l'homme. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, avant, quand je priais pas bien, quand je fais une bonne période sans prier, je me sens perdu. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Mais moi, personnellement, je me sens perdu. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer en tant que tel. Il y a un manque que tu vis, mais c'est ça, en fait, la spiritualité. Dieu, il a créé les êtres de sorte à ce que on ait toujours un lien particulier avec lui. Et quand tu rends ce lien-là, en fait, tu te fais du mal à toi-même, en fait, mais sans te rendre compte. Et vous voyez, la plupart des problèmes qu'on a aujourd'hui dans le monde, que ce soit ceux qui se suicident, ceux qui se droguent, ce sont des gens, des fois, qui ont perdu ce repère de spiritualité. Et ça leur crée toutes sortes de problèmes, en fait. Donc, un homme on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture, n'est-ce pas? L'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est assez long. Donc, il faut ménager ta monture avec la spiritualité. C'est très important, effectivement. Et c'est tout le long de ta vie entrepreneuriale. Et c'est un peu ça, hein, c'est un peu ce que tu dis.
La spiritualité, quelque part, ça apporte une certaine discipline. Comme tu l'as dit au début, l'entrepreneuriat, ça a besoin de discipline. Donc, la spiritualité, quand tu l'as dans ta vie, forcément, tu auras cette discipline pour pouvoir avancer encore. Ouais, et puis, aussi, il ne faudrait pas forcément penser que la spiritualité, comme tu le dis, doit forcément t'apporter de l'argent pour que tu puisses rester dedans. Comme tu as dit, c'est un modèle de vie, c'est une façon de vivre. Donc, c'est un peu ces conseils-là que tu donnes aux jeunes. Oui, après, il y a les gens, c'est vrai aussi, c'est ceux, moi je ne sais même pas comment je vais les appeler, les papillons, qui généralement sont des gens qui s'attachent à une église ou à une mosquée, et quand ils voient qu'il n'y a pas de résultat, que sa vie ne change pas, ils changent d'église, ils vont ailleurs encore. Quand ils voient que ça ne change pas, ils disent non, le pasteur là n'est pas trop fort. C'est pas ce qu'on recherche quand on va à l'église ou bien quand on va à la mosquée. C'est pas le matériel. Parce que si tu vas à l'église ou bien tu vas à la mosquée ou bien tu pries pour le matériel, c'est pas sûr que tu auras le matériel. Mais est-ce que c'est pour autant que tu dois arrêter de prier? Je ne pense pas. Je pense pas. Je pense que le sens même de notre vie est plus profond que ça. Que de chercher l'argent, que de se dire que non, si je vais à la mosquée, il faut que mes business prennent. Non. C'est comme par exemple, tu fais une doléance à un roi. Le roi, il est assis sur son trône. Toi, tu lui demandes. Il n'est pas obligé de te donner. Il te donne s'il veut, il ne te donne pas aussi s'il veut. Mais toi, en tant que serviteur, est-ce que tu vas te renfogner et dire que non, le roi là n'est pas fort? Alors que tu sais qu'il a tous les pouvoirs pour pouvoir t'accorder ce que tu veux. Non, c'est être stupide. C'est de continuer à demander même quand ça ne va pas. Et de rester cramponné à ce roi-là jusqu'à ce qu'un jour, il tourne le regard, il te regarde et te dit, ah, le petit est assez patienté, c'est le moment de lui donner. Effectivement. Voilà, donc pour moi, c'est aussi simple que ça. Il faut prier tant que on vit, on prie jusqu'à ce que la vie nous... Pour ajouter sur ce que tu dis, il y a quand même des personnes qui sont moins nantis, qui ont un peu moins financièrement, mais qui vivent souvent même à l'aise que quelqu'un qui peut avoir tout financièrement. Parce que peut-être il a Dieu, entre griffes, il a la spiritualité dans sa vie. Il a cette discipline, il a ce calme, il a cette vie tranquille là. Donc, pour rappeler aux jeunes que ce n'est pas forcément le résultat de la spiritualité, le résultat de leur foi n'est pas forcément matériel. Voilà, comme tu viens de le dire. Voilà, donc, c'est un peu ça. Après, tu vois, il y a des gens il y a des gens, quand ils sont entrepreneurs, par exemple, on a l'habitude de dire non. C'est vrai, on cherche l'argent, nous tous, mais il faut chercher l'argent qui est quand même assez propre. C'est ça. Voilà, donc il y a des gens qui s'adonnent à des pratiques qui sont quand même assez bizarres. Et ça, généralement, ça a une certaine répercussion aussi sur l'argent qu'il gagne. Pour lui, il gagne de l'argent, mais en vérité, ce n'est pas de l'argent qu'il peut garder parce que spirituellement, quand tu touches ce type d'argent, après, ça s'évapore comme, c'est pas, je vais dire la vapeur. Ça. Tu n'arrives pas à faire quelque chose de correct avec cet argent. Donc, des fois, vous allez trouver que quelqu'un qui gagne peu a plus de, chez nous, les musulmans, on dit baraka, il a plus de bénédictions dans ce qu'il gagne que quelqu'un qui gagne beaucoup, mais qui gagne de façon bizarre. Ça agit en fait sur ses gains. Voilà. Il a l'argent, on le voit, mais il a toujours des problèmes. Il y a toujours quelque chose qui vient enlever son... Et si tu vas voir un féticheur, le féticheur va dire que non, tu as le syndrome de la main percée. Ouais. Commence à te poser des questions. C'est ça. Voilà. Effectivement. Voilà. D'accord, on rappelle que c'est Créa Boaké qui nous reçoit aujourd'hui dans le cadre d'une émission avec notre frère et dévancier, M. Ismaël. Donc, on continue encore. Tu viens de nous dire que tu étais dans l'immobilier. Dis-nous, parle-nous un peu de ce que tu fais dans l'immobilier et de tes promotions immobilières que tu as, des sites que tu as. Peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Bon, au niveau de l'immobilier, je suis dans la vente. D'accord. Dans la vente de terrain, dans les lotissements. J'apporte aussi mon expertise au niveau de la gestion du patrimoine immobilier. Il y a des gens, par exemple, qui ont des biens immobiliers et qui n'ont pas le temps de gérer. Donc, ça aussi, on le fait. On a commencé avec on va dire une stratégie qui était simple au départ, mais bon, que maintenant tout le monde fait quasiment. On vendait les terrains à partir de 350 000 francs et on permettait aux gens qui ont des petits moyens, voilà, de pouvoir avoir des terrains, mais de façon échelonnée. On ne mettait pas de pression aux gens. On leur donnait la possibilité de payer certains montants et de faire des versements sur autour de 6 mois, voire 7 mois, tout et tout. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé au fur et à mesure dans l'entrepreneuriat.
dans l'immobilier, pardon. Et ça a commencé comment? Parce que là aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Je devais effectuer un voyage à l'étranger. Donc, chez nous, généralement, quand on va dire que tu réussis pas, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a réussi quand même. Mais quand tu commences à sortir la tête de l'eau, les parents, ils ont un regard particulier sur tes acquisitions immobilières. Chez les Djoula, c'est comme ça. Quand tu commences à sortir ta tête un peu de l'eau, on dit est-ce qu'il a court? Est-ce qu'il a construit? Donc, moi, je me suis dit, si il doit aller à l'étranger, au moins, quand même, il faut qu'il y ait une petite acquisition immobilière. De sorte à ce que, au moins, si mon papa me demande l'argent là, tu es sûr que tu peux pas prendre ça pour faire quelque chose. Il a dit, ah, au moins, il y a 2 terrains quelque part là-bas. Donc, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec un monsieur à l'époque, il s'appelait Guillaume. Je lui ai dit que j'ai besoin de terrains. Il m'a proposé des terrains, j'en ai acheté 2. Et quand je suis allé en voyage, je suis revenu, je suis encore rentré en contact avec lui pour pouvoir faire la documentation de ces terrains-là. Et puis, c'est comme ça que le monsieur, tout simplement, il m'a dit qu'il avait une centaine de lots et que si je voulais, il pouvait me donner tout ça pour qu'il puisse vendre. Parce qu'il était quasiment le seul cadre de son village et tous les villageois, propriétaires de terrain, lui donnaient toutes les lettres là pour qu'il puisse vendre. Voilà comment je suis rentré dans l'immobilier. Il m'a envoyé les lettres. En une semaine, j'ai vendu toutes ces lettres. Il m'a envoyé encore d'autres et la collaboration est partie. Donc, comme je disais, on est dans tout ce qui est revente, vente des terrains, construction, lotissement, tout ce qui est en rapport avec, en tout cas, l'immobilier. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un endroit fixe où on peut te trouver? Bien sûr. D'accord. Ici à Boaké, on est à Air France rue 18. On a un bureau là-bas. Il y a l'agence de voyage qui est au niveau du stade. On a un bureau aussi à Abidjan. On a un bureau aussi à Bongo. Abidjan, c'est à Angré Pétro-Ivoire. Voilà, donc, en tout cas, pour ceux qui veulent avoir des informations sur tous ceux dont j'ai cité, je pense qu'ils peuvent nous appeler. Voilà, ou bien ils se rendent directement là-bas. Ou bien ils tapent sur Facebook, ils disent Group Holding. Je pense qu'ils auront des informations sur l'entreprise. D'accord. Donc, on est pratiquement au thème de notre émission. Si tu as un mot de fin que tu peux donner, qu'est-ce que ce sera? Alors, je profite pour remercier les organisateurs de ce podcast-là. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je remercie M. Dia qui m'a permis. Je pense qu'on devait faire ça depuis longtemps, mais à cause de mes occupations, je n'ai pas pu. Donc, hier, quand je suis arrivé, je lui ai dit, ben, je suis là. Il faudrait qu'on fasse ça rapidement avant que je ne reparte. Donc, je lui dis merci. Je profite aussi de cette antenne-là pour donner des conseils aux jeunes. Je leur dis d'oser, de ne pas baisser les bras, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, euh, de quand même commencer quelque chose quelque part. Parce qu'en fait, l'audace, il a du génie, en fait. Tant que vous n'allez pas essayer quelque chose, vous ne saurez pas si c'est vraiment quelque chose qui va vous rapporter ou pas. Donc, quand vous avez une idée, même si ça consiste à vendre le petit téléphone qui est dans votre main et pouvoir vous lancer dans cette initiative-là, c'est important. Je pense que ça vaut le coup. Parce qu'à la fin, peut-être que vous aussi, vous allez avoir de belles histoires à raconter à vos enfants. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous. Et nous disons aussi merci à Créa Boaké qui nous a reçus dans ses locaux. Et je tiens à dire à toute cette jeunesse d'oser, de ne pas forcément attendre l'État. L'État ne peut pas faire tout pour une jeunesse. Il y a près de 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Moi, quand je passe, je vois tous ces élèves en train de partir à l'école en bleu, blanc, en kaki. L'État n'a pas de place pour tout le monde. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser. Comme je le dis toujours, qui cherche ne trouve pas, mais qui cherche bien trouve. Et sur ces mots, on va mettre fin à cette émission et à la prochaine en espérant que vous ayez compris tous ces conseils.